Et bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 FM. C'est le soldat Ben Becker pour les émissions Onda Bulle et Pop Campus. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2020, année de la bande dessinée. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer avec une très chouette rencontre. David Prudhomme, qui a réalisé un ouvrage absolument fabuleux, Sumographie, qui est sorti l'automne dernier, donc aux éditions Soleil, collection Noctambule. Mais on va en parler pendant les 15 bonnes minutes. David, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Jusqu'ici tout va bien, on n'a pas fini le festival mais ça va encore. Ouais. Alors, petite question classique pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaisseraient pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en citant quelques ouvrages? Bon, ben là, je suis dessinateur, auteur de BD depuis pas mal de temps, on va pas citer, mais je pense à peu près 30. J'étais assez précoce, hein, j'ai commencé à 20 ans à publier mon premier album professionnel, donc chez Glénat. Je suis parti d'un truc assez classique, une bande dessinée inspirée des... Enfin non, pas une suite des 7 vies de l'épervier, on va dire. Mousquetaire, j'allais dire une approche classique de la bande dessinée, puis en même temps j'étais à l'école d'Angoulême où on apprenait un peu plus de recherche fondamentale, si on peut dire ça comme ça, et du coup j'ai commencé à m'intéresser aux bornes de la bande dessinée, des manières de raconter, et à les explorer, essayer d'aller fouiner peut-être même derrière ses limites, essayer d'être attiré par ça en tout cas, et donc j'ai développé je sais pas, une approche un peu plus expérimentale de la bande dessinée. Donc je fais depuis 20-25 albums à peu près, qui abordent à chaque fois des thèmes différents, parce que selon le gré de mon humeur ou de mon inspiration, mes lectures, les rencontres amicales, ça compte énormément. Les voyages que je fais, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de choses que je vois et que je retranscris, donc qui sont des choses vues pas comme ça, glanées dans la rue ou bien dans des lieux définis, par exemple la plage ou le Louvre, où là le repérage me sert à accumuler de la matière, voilà, après je vais transformer en bande dessinée, enfin en cases, et avec à chaque fois, selon les sujets, un style, on va dire, graphique et une narration qui s'adapte à ce que je pense être le mieux adapté justement au sujet que je traite, quoi. Donc ça c'est un truc une méthode qui me prend un peu de temps, voilà. Donc, mais puisqu'à chaque fois c'est des univers nouveaux et à chaque fois une écriture nouvelle, mais c'est ce qui me passionne, quoi, en fait. Et du coup là, avec ton ouvrage Sumographie, tu n'es pas tout seul, hein. Il y a Sonia Deschamps, donc qui est une journaliste indépendante spécialisée dans le sumo, qui apporte son éclairage. D'ailleurs, qui a travaillé à Radio Campus il y a quelques années déjà. Ouais. Ah, merci pour l'anecdote. On apprécie. Et du coup, vous avez travaillé ensemble sur cet ouvrage qui est forcément fabuleux, imposant, hein, comme un livre qui fait son poids, hein, pour la petite référence au sumo, 300 dessins, etc. C'est pas une bande dessinée en soi. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse en fait de Sumographie? Elle naît de mon attrait pour le Japon, et grâce à cet attrait que j'ai fait savoir, j'ai pu être invité un moment en 2012, un moment à Fukuoka, une ville où se déroulait le dernier tournoi de la saison, le Kyushu Basho, le tournoi de sumo qui clôt la saison des tournois. Il y en a 6 dans l'année, et donc ça correspondait. En tant que dessinateur, on m'a dit: est-ce que tu veux ramener des images de la ville de Fukuoka à Bordeaux, parce que je partais de Bordeaux, et bon, comme ça coïncidait avec la période du tournoi, je me suis dit allons là-bas, allons voir, dessinons un peu, et puis je me suis fait attraper, comme souvent, pas par un lutteur, mais je me suis fait attraper par le style, par ce que j'ai pu voir, par les formes en fait, et comme à chaque fois qu'un sujet m'accroche, je m'accroche à lui, et on va deviser pendant des années comme ça, donc c'est ce qui se passe depuis. Ce qui m'intéresse là-dedans en fait, c'est des notions de choc, de combat, de qu'est-ce que c'est qu'un affrontement, qu'est-ce que c'est que la légèreté, qu'est-ce que c'est que le poids, comment on transcrit ça en dessin. Donc il y a
c'est un kaléidoscope en fait de dessin qui traite par un angle ou un autre, une facette ou une autre, des questions comme ça, plastiques, très basiques en fait. Ouais. Et du coup, tout est basé sur l'observation, la présence, l'ambiance. Est-ce que avant cette rencontre, tu t'étais documenté ou pas du tout? Tu t'es laissé aller à la découverte totale? J'ai préféré ne pas laisser monter mes a priori, à vrai dire. J'en avais pas beaucoup et je les ai laissés en l'état avant d'arriver. J'ai un peu lu, j'ai lu une biographie en fait, une autobiographie pardon, d'un lutteur qui s'appelle Mémoire d'un lutteur de sumo, bon voilà, de Kirishima, qui est un lutteur très charismatique, qui n'exerce plus mais qui est maintenant un restaurant dans le Ryogoku, là, le quartier des lutteurs le quartier du sumo à Tokyo. Et puis c'est tout. Mais par contre, dans son autobiographie, il raconte suffisamment la difficulté notamment d'acquérir du poids. Ce qui est étonnant, c'était sa difficulté à lui, et il était techniquement très bon et tout ça, mais aussi de la rudesse de l'apprentissage. Donc j'y suis allé avec quand même un respect immédiat et pour la discipline, la dureté, que je savais être celle des apprentis lutteurs. Et donc après, j'ai assisté, je crois, le deuxième jour, le premier jour je crois que j'ai assisté à un entraînement avant même de voir le tournoi, ce qui a été extrêmement, pareil, prenant, pesant, parce que je suis resté 3 heures avec les lutteurs, où là c'est la proté, la rudesse, la rigueur, la sueur, la difficulté, enfin j'ai pas d'apparat du tout. Ça m'a vachement touché, donc là j'ai bossé comme un fou pour saisir les postures. Là c'est la phase dont je parlais tout à l'heure de repérage, on va dire, d'apprentissage, de qu'est-ce que j'ai à voir, comment je le réceptionne, qu'est-ce que je reçois de ça et comment je le retranscris au mieux. Donc j'ai essayé là c'est un exercice de vitesse, donc c'est croquer au vol les attitudes, les mouvements qui passent, et ça c'est un exercice que Delacroix conseillait, on va dire déjà, donc c'est un exercice pour le dessinateur, c'est vachement formateur. Et peu importe le résultat finalement, ce qui compte c'est de s'approprier ou de s'acclimater en tout cas à ce qu'on voit. Et ensuite j'ai vu donc le tournoi, et donc là c'est tout à fait différent, il y a le décorum, les tabliers, tout ça, mais j'étais un backstage aussi. Donc j'étais au début assez loin, mais avec une traductrice qui avait accompagné Chirac par ailleurs des années auparavant, donc elle connaissait. Et une petite pensée pour Jacques qui était grand amateur de ce sport très ancien, hein, national Japon, je crois, qui a des millénaires, enfin je ne sais plus, tu es mieux placé que moi, puis surtout Sonia du coup pour en parler. Sonia pourrait vous en parler mieux, mais oui, c'est une tradition qui remonte dans la nuit des temps, on en perd l'origine, donc elle est légendaire l'origine a priori. Sur les plages d'Izumo, deux dieux seraient battus et dans un tournoi, dans un combat de sumo, et le vainqueur aurait amené le peuple japonais dans l'archipel. Et d'ailleurs, on parle de sumo, mais j'ai appris dans le livre qu'on disait plutôt rikichi au Japon, c'est bien le cas? Alors on dit sumo pour le sport, mais pour les lutteurs, on dit rikichi, effectivement, ou sumotori. Mais rikichi, c'est le terme le plus approprié. Du coup, j'ai une petite question. En tant les Japonais, quelle a été leur réception, leur perception de te voir présent, un étranger déjà, un auteur français, un dessinateur, voilà, être présent à un entraînement? Je pense que c'est peut-être un privilège aussi. Je ne sais pas si tout le monde, si c'est ouvert au public ou autre. Quelle a été leur perception, si ils ont réagi en fait en ta présence, hein, que ce soit entraînement, même au tournoi, même si tu étais un peu en retrait? Écoute, j'avais mis ma cape d'invisibilité, et dans ces cas-là, je fais en sorte de pas me faire repérer, et ça marche, du tonnerre de Dieu. Alors là, c'était à l'entraînement très écrit. J'étais avec un journaliste avec une caméra qui lui donc n'avait pas sa cape du tout, une traductrice, mais je suis dans un état de concentration qui fait que en fait on me fout la paix. Et je fous la paix aux gens finalement aussi, chacun travaille son truc, donc il n'y a pas eu d'interaction du tout. Quand on observe ton livre, il y a différentes techniques, enfin il y en a une multitude de techniques. Une petite question me vient simplement, 300 dessins, tu les as tous faits sur place ou il y a eu un travail après? Alors sur place, j'ai uniquement fait les croquis rapides, des croquis d'entraînement, et puis aussi quelques croquis pendant le tournoi, mais au total ça va faire 60 dessins à tout casser, quoi, j'en sais rien. Enfin, donc ils ont tous été faits a posteriori.
Ils ont été faits a posteriori, ils ont été faits dans l'urgence parce qu'il y avait une expo à monter à la clé 2 mois après le retour. Donc j'ai travaillé comme un sourd, mais c'était cette frénésie-là, elle était vraiment finalement le moteur de tout. C'est parce que j'ai été dans un état d'exaltation que j'ai enchaîné les dessins, qu'un dessin et que je... Comme c'était une exposition, il n'y avait pas forcément de... Justement, il y avait... Contrairement à un livre, parfois, où on cherche une unité, une homogénéité, là, j'ai au contraire pu explorer des branches très différentes. Et c'est comme ça que je travaille naturellement. Donc, ça a été pour moi une récréation, un terrain de jeu infini où je me suis abîmé. Si tu veux, c'est une récréation dont on sonne la fin, mais elle dure 2 mois, quoi. Donc c'était vraiment super. Et j'ai pu dessiner. Alors on va dire, je fais un dessin sur voilà, 2 lutteurs. Alors je pars d'un truc très réaliste, comme ce que j'ai fait à l'entraînement. C'est-à-dire j'ai un dessin presque anatomiquement juste. Et puis je vois un bout de trait comme ça qui va m'attirer. Je me dis tiens, mais en fait c'est des formes qui s'enchevêtrent. Donc vas-y, fais un dessin qui s'enchevêtre. Et quelle technique tu vas employer pour ce truc-là? Donc tu avais utilisé ça, mais est-ce que tiens, rajoute de l'eau parce que ils ont sué, tu vois, c'est que des trucs comme ça de bout de ficelle de cheval qui m'emmènent vers un truc qui peut tendre finalement vers l'abstrait. Ce que j'ai fait à la fin, c'est-à-dire c'est une tâche. Enfin, je dessine au pinceau les corps très vite, mais avec les 2 corps qui s'entremêlent, mais avec une encre colorée qui est la même. Donc des trucs se mêlent, mais elles sèchent pas de la même manière. Et donc finalement, par le séchage, on en vient à des transparences. Et comme ce qu'on peut voir à travers les lamelles d'un microscope quand on regarde, tu sais, à l'école, les lames, je sais plus comment ça s'appelle, les lames, je crois que coupe. Ouais. Et donc on rentre dans le détail avec des moirures de l'encre et tout ça. Et finalement, par le séchage, les 2 corps se dissocient, mais se mêlent par endroits et ça crée presque un truc abstrait, mais voilà. Et du coup, tu as beaucoup expérimenté, j'imagine, tu t'es laissé libre cours à... Voilà, la bride sous le cou. Le cheval galope et s'emballer. Le cheval, c'est vraiment... Ouais. Et j'ai continué après, une fois que l'expo était finie. Elle a pu se remonter, donc après j'ai laissé reposer quand même, hein, mais en 2010, j'ai aussi expérimenté des choses pour l'exposition en volume. C'est-à-dire, il y a une bande dessinée qui est présentée en 3D. C'est-à-dire que le déplacement du visiteur crée la scénographie, la mise en scène. Dans la mise en scène, ouais. Ça reconstitue le combat. C'est en se déplaçant qu'on voit le combat. Et avec un doyo reconstitué au sol, où on a repris de la terre battue, par contre, mais donc très rouge, très joli. Et puis il y a sur du carton plume suspendu, donc avec du fil de pêche extrêmement léger. Donc il y a toujours ce jeu de contraste avec le poids des lutteurs et tout. Et sur les 2 faces du carton plume, donc c'est un carton très très fin, très léger, sont dessinées des postures, des combats, des gros plans, et donc ça, c'est des cases de BD finalement que je dispose de manière à ce que le combat soit reconstitué. Il y a aussi des grands lutteurs de 3,20 m, enfin voilà, des grands trucs, vraiment du plaisir pur de dessin, quoi. Tu nous donnes envie là, je sais que c'est une exposition qui est itinérante, je crois qu'elle était à Amiens l'année dernière. Elle était à Amiens l'année dernière, elle va se monter à Nantes au mi-mars. C'était ma question, j'allais te poser. Mi-mars, ah ça tombe bien, je ferai peut-être le nécessaire pour la découvrir. Pendant 1 mois à l'atelier, c'est la maison Fumetti qui va s'occuper de monter l'expo. Ouais. Je vois que le temps passe très vite, j'ai plein de questions, mais bon tant pis, hein, c'est le jeu de l'interview. On se courte maintenant, allez. non, mais j'adore. De quoi es-tu le plus fier dans cette expérience ou dans l'exposition, voire même l'ouvrage, parce que l'ouvrage est né quand même quelques années après l'expo. Pourquoi ce livre? Parce que l'éditrice m'a convaincu de faire ce livre, et du soin et des papiers différents, des choses, de la volonté qu'elle avait de reconstituer l'expo et des variétés qu'il y avait dans l'expo. Et ça m'a vraiment convaincu, et je pense qu'elle elle a fait un super travail. Il y a elle, mais il y a la fabrication, il y a Didier, le DA, il y a Flore. Enfin, plein de gens qui ont travaillé. On peut être fier du résultat là. Hein. Tout le monde a vraiment allé dans le même sens pour essayer de faire un livre qui est du poids et de la gueule et de la tenue. Et ça, j'en suis super content, quoi. Avec Sonia, on en est très content, quoi. Ouais. Il prend de la place dans son sac à dos.
Mal au dos, ouais. Alors, une dernière question sur le livre. Il y a 5 parties en fait, sur l'entraînement, le portrait, préparatif, combat et onirisme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ces chapitres? Oui, c'est-à-dire que les chapitres portraits, c'est évident, c'est des présentations des lutteurs, mais alors il y a des portraits qui sont très sobres, peut-être inspirés de ce que faisait Sharaku dans les estampes, quand il dessinait des comédiens. Truc à la fois très sobre et un peu de caricatural, mais on s'intéresse aux traits, au visage des lutteurs, et ça m'intéressait bien parce que c'est pas que tu vois cette enveloppe comme ça, il y a des traits qui sont particuliers et touchants. Et à l'entraînement, donc là ça reprend les croquis que j'ai fait. Autour du combat, parce que c'est tout ce qui concerne en réalité, c'est tout ce qui concerne l'apparat, les juges, les arbitres, le public, qui est génial et important. Et là, je me suis bien éclaté à dessiner ça. Et puis, c'est aussi quelque chose qui donne justement le contexte. Et pour moi, ça me semble très important parce que quand on a un sujet, ce dessin-là, pratiquement du public, c'est presque lui qui donne le recul nécessaire. Et parfois, il y a un dessin qui est indispensable dans une histoire et qui donne la clé de l'histoire. Et là, c'est pas une histoire, mais si tu veux, quand on est focus sur un truc, un sujet, ça paraît. Le monde est tellement vaste et plein de soucis qu'au fond, on se dit pourquoi le sumo? Mais enfin, ça veut dire. Oui, alors ça, je suis bien d'accord. Pourquoi le sumo? Il n'y a pas de raison. Mais il y a plein de raisons derrière. Il y a justement des questions de conduite, aussi d'éthique, plein de choses qui vont avec ça et qui font que c'est un sujet, un puissant fond. Mais il y a aussi le regard qu'on porte sur les choses qu'on vit. Et si je ne montre pas le public en train de regarder ça, nous on peut pas se voir, nous en tant que lecteurs, en train de regarder ça. Et donc c'est des fois des moments clés comme ça qui se passent là, à travers un ou deux dessins. Donc il y a tout ce contexte, et puis après il y a et puis on voit aussi tous les rituels, tout ce que les lutteurs, le rituel auquel les lutteurs se livrent juste avant le combat, qui finalement est extrêmement court. Donc après il y a la partie combat où là je montre le choc, les prises, les chutes, les coups, et puis après on part vers justement. Le coup, c'est des déformations aussi, et ça donne des choses. Et puis les lutteurs eux-mêmes, à force justement par contre d'être focalisés sur eux, j'en viens à plus les voir comme des êtres humains, mais les corps finalement prennent une importance démesurée. Et c'est la partie onirisme en fait qui m'emmène vers en faire des montagnes ou des rochers, ou jouer avec eux. Enfin voilà, avec le rapport de taille aussi, c'est important. Tout d'un coup, ils deviennent minuscules, puis ils peuvent être énormes. Puis dans le monde. Et puis ensuite, donc on s'éloigne et puis on sort. Et je remets une partie paysage en fait, qui est au début, mais enfin et à la fin, qui est là justement. Prenons un peu de distance avec tout ça, et on sort du compte en fait. On y rentre et on y sort par le paysage du Japon. Et en tout cas, un merci à Sonia qui apporte son éclairage mais fabuleux. Exactement, elle apporte toute. Alors moi, vous m'entendez parler, je blablabla, je parle. C'est pas de la poésie, mais bon, je peux vite partir décoller quoi. Et elle ramène des notions très importantes. Elle rattache ça au sol. Et je pense qu'à la lecture, on peut avoir on peut avoir brossé. Elle brosse un ensemble des parties qui explique ce qu'est le sumo, et on en sort en ayant compris à peu près ce que c'est quoi. Tout à fait. Et depuis, tu es incontournable dans le monde du sumo? Du monde du sumo? Non, pas encore. Donc si je te pose deux petites questions. Frais. Si je te demande ce que c'est qu'un doyo? Ah, le doyo, c'est l'ère de combat. Tout simplement le cercle, du coup, pour situer. Le mawashi, ça te parle? Le mawashi, c'est la ceinture des lutteurs. Et le shonmaji, si je prononce bien, shonmaji, c'est le chignon. Exactement, voilà. Bon, c'était très simple. Ouais, ça va. Du coup, tu sais qui est le dernier Yokozuna? Le dernier en date, c'est le dernier qui est monté ou j'ai regardé celui-là qui était l'actuel, enfin 2019. Après, je crois qu'ils sont deux d'ailleurs. Ils sont deux, je crois, oui, parce qu'il y a Akuo qui domine la discipline depuis plus de 10 ans. Et puis, alors, putain, là par contre, une petite colle. Bon, j'avoue, j'ai regardé juste avant. Non. C'est un autre mongol et qui est terrible, qui est une drôle de. Kakoryu. Et je crois qu'il y a un japonais depuis l'an dernier. Alors,
Il s'est retiré, le japonais. Kiseno Sato, il a arrêté. Et Akuo est japonais maintenant, puisqu'il a été naturalisé il y a très peu de temps, donc, cette année. Donc on va dire qu'il y a un japonais. Oui. Exactement. Bah, bravo, hein. 20 sur 20 et encore mieux. Et on arrive au terme de cette interview. Nous, on aime bien poser une question qui est très simple. À quoi ressemble ton atelier ou ton bureau? Oh là là, mon atelier, finalement c'est tout petit. J'ai eu des ateliers très grands, mais finalement tout se réduit toujours. Il y a un tel bordel sur la table que la surface de travail véritable de la page, elle est de plus en plus réduite, quoi. Donc par moment il faut que j'écarte un peu ça, mais je lutte contre ça, mais ça finit toujours en A3 maximum. C'est un tout petit espace en fait. Avec tout ton matériel autour, peut-être des petits ouvrages ou des fichiers ou de la musique, je sais pas comment. J'ai beaucoup de livres autour, j'ai tous mes outils évidemment à portée de main, mais ils empiètent. Et toi, quand je sors un outil, je le range plus, on va dire. Alors c'est les outils qui s'approchent. Un atelier doit vivre. Bah ouais, sinon on perd du temps à ranger, j'ai du mal moi. Alors, c'est par moment, je dois faire le vide nécessairement. Voilà. Bon. Et chaque album, c'est une lutte contre l'espace qui se restreint, c'est vraiment drôle. Et dernière question, quels sont tes projets? Alors le projet, c'est actuellement je travaille sur un long album ce sera chez Futuropolis. Je pas encore le titre parce que bon, c'est encore un titre de travail, mais ça parle du territoire autour de la maison familiale et de l'évolution de ce territoire dans un tout petit périmètre autour de Châteauroux, à côté de Châteauroux. Donc la maison était à côté d'une base qui était une base américaine, un peu connue, et il a curieusement évolué. Donc c'est ça que je veux raconter. Très bien, merci David. On va essayer peut-être de refaire. Et il y aura un autre livre sur le sumo, autour du sumo, avec Sonia, à nouveau, dans la collection, je crois que c'est Noctambule, les Leporello. Les Leporello qui sont dans cette collection-là. Donc ce sera là plus une fiction, quoi. Mais, ouais. Ah, génial pour conclure. Et ben tu sais quoi, cette exposition, j'aimerais bien la voir à Clermont-Ferrand. Donc j'ai essayé de tout faire pour la voir, surtout qu'on a un carnet de voyage aussi. C'est aussi exotique, c'est le Japon. Et ben j'ai essayé de convaincre les Clermontois. Clermontoise. Allez, c'est mon challenge pour conclure cette interview. Merci encore à toi David. Et puis bon festival. Ah, merci beaucoup. À bientôt.